Bonsoir à tous, bienvenue sur Studio Lacan. Aujourd'hui, nous nous interrogeons car à l'époque où les grandes démocraties sont mises à mal, Studio Lacan s'intéresse au pilier juridique sur lequel elle repose et se penche sur la philosophie du droit qui les constitue. Pour nous éclairer sur ces fondements, le Divan dans le Monde reçoit aujourd'hui le philosophe Jean-François Kervégan, spécialiste de philosophie du droit et de philosophie allemande. Il viendra nous parler de l'auteur de L'esquisse d'une phénoménologie du droit, ouvrage paru en 1943 sous la plume de nul autre qu'Alexandre Kojève. Puis nous recevrons Anaïs Adam pour un écho de la culture consacré à l'ouvrage Protocole de Constance Debré. Avant de revenir avec Guy Trobas sur la relation que la psychanalyse entretient à la science. Ce sera là notre actualité de la psychanalyse. A tout de suite. Cher Jean-François Kervégan, bonjour. Vous avez été professeur à Paris 1 Sorbonne. Vous avez écrit une thèse sur Hegel et Carl Schmitt dans la magnifique collection Léviathan au PUF. Vous vous êtes intéressé par la suite spécialement à l'esprit objectif chez Hegel, la philosophie du droit. Vous avez traduit les principes de la philosophie du droit qui sont maintenant aux éditions Quadrige, mais c'est spécialement sur vos deux derniers textes, notamment un des derniers textes sur Kojève, que nous allons centrer cette émission. Un texte qui s'intitule « Au-delà de l'histoire, le livre et la fin du sage », et l'autre texte sur Hegel et Kojève du droit et les paradoxes de l'esquisse. Alors je vais commencer par une première question qui concerne donc le texte intitulé « Au-delà de l'histoire, le livre et la fin du sage ». Lacan a été un grand lecteur de Kojève, et ce qui l'a intéressé, on pourrait dire ces deux figures, c'est d'une part la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, et d'autre part la fin de l'histoire, l'articulation entre le particulier et l'universel. Et il dira de Kojève qu'il a été son maître, vraiment le seul. J'aimerais vous poser une question donc sur cet article, au-delà de l'histoire. Pourriez-vous revenir sur une interprétation courante qui était la mienne avant que je ne vous lise vraiment sérieusement, concernant l'articulation entre Hegel pensant l'État napoléonien que reprendrait le schéma Kojève pensant l'État stalinien socialiste. Vous dites que cette articulation ne vous satisfait pas. Cela même contre ce que Kojève laisse entendre ou laisse à penser, que ce soit dans sa correspondance avec le phénoménologue Trenthouk Tao ou dans sa correspondance avec Carl Schmitt, qu'on a dans le numéro philosophie, ou dans l'entretien avec Gilles Lapouge, où il se présente lui-même comme étant la conscience de Staline. Vous récusez même l'image de Kojève espion au service de l'URSS, ce que sa femme pourtant a elle-même reconnu. Et vous proposez, et alors c'est ça votre originalité, une autre lecture plus spéculative de ce que c'est que la fin de l'histoire, la fin du sage et l'avènement d'un État universel et d'une société homogène. Alors, comment commencer pour vous répondre ? Bon, déjà, une première chose, s'il y a des interprétations très divergentes de Kojève, c'est déjà pour une raison simple, c'est qu'il n'a pratiquement jamais rien publié. Tout ce que nous avons de lui
y compris l'esquisse d'une phénoménologie du droit qui a été publiée en 1981. Tout cela a été publié souvent après sa mort. Kojève écrivait beaucoup, c'était un graphomane, mais il ne publiait rien. Alors, en partie, après 1945, en raison des fonctions importantes qu'il occupait dans la haute administration française, il a participé, par exemple, directement à la négociation qui a conduit aux accords de Bretton Woods sur la parité monétaire. Et Raymond Barre, qui a été son assistant, témoignait, je me souviens, il y avait une petite journée d'études à la Bibliothèque nationale de France, où j'étais là, et Raymond Barre était venu. Et Raymond Barre disait que dans les négociations internationales, Kojève terrorisait les négociateurs internationaux en raison de sa rapidité d'esprit exceptionnelle qui fait qu'il avait toujours un coup d'avance dans les discussions par rapport aux Américains, aux Britanniques, qui, j'imagine, n'envoyaient pas n'importe qui quand il s'agissait de questions fondamentales. Donc voilà, Kojève, c'est... Et j'ajouterais aussi, ça a contribué, cette absence de publication, etc., à l'image qu'il a cultivée lui-même, enfin, le philosophe du dimanche, comme l'a dit Marco Filoni, de quelqu'un qui fait de la philosophie quand il a fini de faire le reste. Il y a deux philosophes au XXe siècle qui ont fasciné de cette manière. Il y a lui et Wittgenstein, pour d'autres raisons. Parce que, en dehors de leur œuvre, de leurs écrits, de leurs textes en tout cas, le personnage fascine. Alors, vous avez dit que je récusais l'idée que, c'est le mot, hein, que Kojève aurait été un agent soviétique. Je ne la récuse pas. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais disons que ça m'intéresse relativement peu. Oui, voilà. En fait, c'est ça que vous dites. Oui. Vous dites que c'est moins important que... Et alors, vous proposez une lecture originale qui est la vôtre. Si vous voulez. Alors, quand j'ai écrit cela, n'avait pas encore été publié le texte, qui d'ailleurs est en cours de publication, Sophia, chez Gallimard, texte qui est dédié à Staline. Écrit entre 1939 et 1941. Oui, voilà. C'est-à-dire pendant le pacte germano-soviétique. Absolument. Écrit en russe, donc, qui a été exhumé récemment et que Rambert Nicolas... Donc il a publié la première partie, on attend la deuxième. Alors là, quand on lit ce texte, ça me donne, semble-t-il, entièrement tort, dans la mesure où, en fait, c'est une proposition de service à l'Union soviétique et à son grand leader, Staline, pour préparer le communisme. Mais alors un communisme compris à la façon de Kojève, qui a peu de choses à voir avec l'orthodoxie marxiste ou léniniste, ou même stalinienne. Évidemment, alors, c'est une histoire assez invraisemblable. La veille du jour où l'ambassade soviétique a dû partir d'Ardar de Paris parce que les Allemands arrivaient à Paris, il a porté le manuscrit à l'ambassade soviétique en disant c'est pour le camarade Staline, transmettez. On ne sait pas. Je crois, enfin ça, Rambert Nicolas le dirait mieux que moi, on ne sait pas si Staline a jamais reçu ce texte, c'est peu probable. Et Staline n'avait pas un grand amour pour la production intellectuelle, c'est ce qu'on peut dire. Et donc finalement, son texte de 1943 sur l'esquisse d'une phénoménologie du droit est comme une réponse à ce texte Sophia. Alors c'est très étonnant parce qu'il dit tout à fait autre chose. Oui. À 1 an d'intervalle, 2 énormes manuscrits, 2 ans d'intervalle. Mais l'un écrit quand il est encore à Paris, juste avant que les armées allemandes débarquent, et l'autre écrit alors qu'il s'est réfugié en zone sud, parce qu'en tant que Russe, il n'avait pas grande chance de s'en sortir sous occupation allemande, et qui semble dire des choses tout à fait différentes. Ce qui me conduit à penser que il y avait une part d'opportunisme chez lui, on peut dire de carriériste, et puis le même, quelques années après, se retrouve dans la haute administration française, à participer aux négociations internationales, et durant les années 50, a proposé même
a proposé des plans stratégiques tout à fait étonnants avec ce texte qu'il envoie, qu'il destine au gouvernement français, esquisse d'une doctrine politique française, où il propose rien moins que la constitution, non pas de l'Union européenne, mais de quelque chose qui y ressemble, mais plus centré vers le sud, qu'il appelle l'Empire latin. Par rapport aux autres empires slaves et américains. Germains. Oui, oui. Et ça, c'est américain et germain. Voilà, et russe, puisque le texte sur l'Empire latin, c'est dans les années 50, donc au milieu des années 50. Publié en partie dans La règle du jeu. Voilà, et ce qui est intéressant, mais ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est sa correspondance avec Carl Schmitt, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc moi, étant donné ces variations considérables et le fait que Kojève était quelqu'un qui portait toujours des masques à tous les moments, j'ai choisi de le lire en faisant abstraction des détails biographiques, relativement abstraction, et en me concentrant sur la logique de l'œuvre. En fait, au départ, mon propos, c'était de dire, mais attention, moi j'ai commencé à lire Kojève naïvement l'année suivant le bac, parce que je voulais lire Hegel. Je vois un livre qui s'appelle « Introduction à la lecture de Hegel », je me jette dessus, et puis j'y comprends rien, pas plus qu'à Hegel, ça m'aidait pas beaucoup, et il m'a fallu de longues années pour comprendre qu'en fait ce texte aurait dû s'appeler « Introduction à la lecture d'Alexandre Kojève ». Parce que ce que je sais de Hegel me permet de dire que ce que Kojève écrit, et c'est ce qu'il a écrit à Traunduktao dans la lettre que vous avez citée, ce que Kojève écrit a peu de choses à voir avec la pensée de Hegel, y compris la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, qui est si j'ose dire, une invention de Kojève. C'est ça, il prélève ça chez Hegel, mais c'est lui qui l'élève au rang d'un concept fondamental. Voilà, il dit lui-même dans cette lettre à ce jeune phénoménologue marxiste vietnamien qui était à l'époque élève à l'ENS, il lui dit, voilà, je me suis servi de Hegel et ça m'a été utile pour présenter mes propres idées. Ouais, c'est ça. Il le dit tout à fait clairement, et une fois qu'on s'est aperçu de cela et qu'on lit Kojève comme un philosophe et pas comme un commentateur, et ça je crois que depuis le début dans ses séminaires, il était cela. Je crois même, et je termine, je crois même que quand Alexandre Koyré lui a demandé d'assurer ce séminaire à l'école des hautes études, il ne connaissait très peu Hegel. Oui, c'est ça. Il découvre le texte et il projette sur lui des idées qu'il avait déjà développées dans quelques manuscrits, son manuscrit en russe sur l'athéisme, et des choses comme cela. Voilà. Ça ne répond pas totalement à votre question, mais en partie le choix d'avoir de prendre au pied de la lettre la prétention de Kojève notamment dans le grand texte, lui aussi jamais publié de son vivant, qui s'intitule « Le concept, le temps, le discours », qui est le noyau dur métaphysique de la pensée de Kojève, et aussi dans ses échanges avec Léo Strauss, avec Carl Schmitt, où il développe vraiment une philosophie, ou plutôt une théorie de ce qu'il appelle la sagesse et le sage, et une philosophie de l'histoire en tant que l'histoire a pour aboutissement nécessaire la personne du sage, qui n'est plus un philosophe mais un sage, dans l'état universel et homogène qui dépassera les oppositions entre capitalisme, socialisme, etc. On reviendra peut-être sur ça. Merci d'avoir présenté la pensée propre de Kojève, comme étant relativement distincte finalement de Hegel, même si lui-même s'en réclame. Et on va tout de suite accueillir notre collègue Anaïs Adam pour l'écho de la culture. Bonjour Anaïs, Anaïs Adam. Vous exercez à Bordeaux et vous venez nous parler de Protocole, le dernier livre de Constance Debré, de cette si grande famille Debré, récemment paru chez Flammarion.
Oui, alors même si l'auteur a quitté la robe d'avocat depuis plusieurs années pour se consacrer à l'écriture, la loi est bien au cœur de ce livre et son goût pour la langue du droit persiste dans son style chirurgical et détaché. Alors de quel protocole s'agit-il dans cet ouvrage ? Eh bien, Constance Debré expose les différents protocoles d'exécution de la peine capitale en vigueur aux États-Unis d'Amérique. Sans questionner sa légitimité, elle s'attache à en décrire les conséquences et en particulier sur le corps des condamnés. Elle confronte le lecteur à ce qu'elle nomme la pornographie du réel. Elle donne à voir l'obscène, parfois à la limite du supportable, de la mise à mort légale, constitutionnelle, en détaillant les procédures. De la sorte, elle révèle l'ambiguïté de la loi. Si celle-ci tend à la pacification de la jouissance, elle peut tout aussi bien être l'instrument d'une cruauté sans nom. Il y aurait donc une sorte de paradoxe dans cette loi, celle qui pacifie et celle qui jouit. En effet, et c'est ce que les autorités tentent de résoudre en cherchant à tuer d'une manière qui ne contrevienne pas au 8e amendement de la Constitution, qui interdit tout châtiment cruel et inhabituel. Les procédures et la fragmentation de la responsabilité qui en résulte participent à éviter ce paradoxe. Je cite : « Il n'y a pas de bourreau, il y a des membres d'équipe qui accomplissent leurs tâches. On applique des protocoles, on suit des procédures, on respecte des règles, personne ne tue. La loi supprime les questions. La règle n'a d'autre cause ni finalité qu'elle-même, que de devoir être accomplie, que la soumission qui en résulte. » Bon, mais nous pourrions dire qu'il existe un autre paradoxe dans la forme même de cet ouvrage, par le fait d'interposer dans cette recherche quasi journalistique des scènes de vie de personnages perdus, marginaux, addicts. Ici, on achète les âmes, sentence placardée devant une banque qui interpelle le narrateur, condense la désorientation que peut produire le discours capitaliste sur les sujets. Alors du coup, comment on fait quand on est un de ces sujets pour dérouler une existence dans ce monde qui a l'air proche du chaos ? Eh bien, l'invention de lois propres à chaque sujet peut être une réponse à cette énigme. Alors ici, les protocoles prennent une autre valeur, celle de régler l'absurde de la vie. Pour Constance Debré, par exemple, ça consiste à nager chaque jour 2,5 km exactement, aller toujours dans la même supérette, prendre toujours la même bretelle d'autoroute, etc. Elle se construit une routine qu'elle suit assidûment, la protégeant d'un réel qui gît en deçà, qui s'apparente pour elle à la menace d'un monde qui viendrait à se défigurer. Mais toutefois, comme elle l'écrit plus loin dans son livre, l'intérêt qu'on peut avoir pour sa propre existence réside dans les interstices de la loi. Alors voici ce qui se présente comme un dernier paradoxe. Si les protocoles singuliers permettent de vivre, c'est pourtant dans la contingence de ce qui n'est pas réglé que réside l'intérêt de cette existence. L'hors norme du symptôme, le particulier de la jouissance, qui fait la singularité de chacun, est rebelle à l'universel. C'est à partir de ce réel qu'un sujet peut orienter son existence. Et nous pourrions dire que le travail d'écriture de Constance Debré peut se lire comme une ascèse pour tenter de lire ce réel, comme elle le dit. Merci beaucoup Anaïs Adam pour cette très jolie chronique, quoique sur un réel assez dur visiblement. Nous revenons tout de suite avec vous Jean-François Kervégan pour votre travail sur Kojève et la question du droit. Dans la première partie d'émission, on a bien compris comment Kojève a sa propre lecture, disons, de Hegel. D'ailleurs, vous dites qu'il ne cite pas tant les travaux d'Hegel sur le droit dans ses propres travaux à lui sur le droit, ce qui est quand même incroyable pour un grand hegelien tel que lui. En revanche, il y a une autre figure qui semble surgir et sur laquelle il s'appuie, qui est celle de Carl Schmitt, ce qui peut étonner au vu du parcours nazi de ce cher Carl Schmitt. Oui, alors cher, je ne sais pas si on doit employer cet adjectif. Dans l'esquisse d'une phénoménologie du droit, dont
que vous avez évoqué tout à l'heure, et qu'il écrit alors qu'il se cache en zone sud pour échapper à un destin qui aurait été assez sombre si l'armée allemande avait mis la main sur lui. Il écrit donc cet énorme manuscrit, et dans ce manuscrit, il se réfère, pour ce qui est de la définition du politique, il dit la définition du politique, elle est fournie par Carl Schmitt. Il fait d'ailleurs une faute d'orthographe sur son nom, mais peu importe. La politique, c'est l'opposition entre l'ami et l'ennemi, et il n'y a rien à rajouter. Pardon, l'ami et l'ennemi. Entre l'ami et l'ennemi, et il n'y a rien à rajouter à cela. Ça, c'est la philosophie de Carl Schmitt. C'est, en tout cas, c'est le nom, et puis une thèse que Carl Schmitt a formulée, qui, à mon avis, ne résume pas toute sa pensée, mais en tout cas, c'est ce qu'on retient le plus largement. Et après-guerre, donc après 1945, juste un mot biographique, Carl Schmitt a été incarcéré à Nuremberg, étant donné qu'il avait occupé des positions éminentes dans le régime nazi. Il est incarcéré, puis ensuite il est relâché parce que, on n'a pas trouvé à part ses écrits, on n'a rien trouvé de criminel dans ses actes, il n'a tué personne, etc., etc. Il a été simplement mis à la retraite d'office. Et là, s'engage, de manière assez surprenante, une correspondance entre le marxiste, entre guillemets, c'est l'image qu'il a et qui ne lui déplaît pas. Le marxiste de droite, dira-t-il. Marxiste de droite, oui, c'est ce qu'il a déclaré un jour, mais il aimait beaucoup les boutades. Et le nazi, Carl Schmitt. Et dans cette correspondance, que donc j'ai traduite dans un numéro de la revue Philosophie, consacré précisément à Kojève et Schmitt, dans cette correspondance, à première vue, d'abord, ils se couvrent de fleurs l'un l'autre. Mais oui, vous avez tout à fait raison, je souscris à tout ce que vous dites, etc. Donc à première vue, l'ex-nazi et le marxiste de droite sont d'accord sur tout. En réalité, quand on lit la correspondance avec attention, on s'aperçoit que derrière l'apparent accord, il y a des désaccords fondamentaux. Et ça apparaît notamment lorsque, à l'invitation de Carl Schmitt, Kojève vient donner en 1957 devant un parterre d'industriels très conservateurs en Allemagne, une conférence où il expose sa vision du devenir du colonialisme, le colonialisme et après, et où il développe des idées extrêmement intéressantes concernant la manière dont la décolonisation devrait avoir lieu. Et Kojève a une idée tout à fait géniale, qui d'ailleurs va se réaliser ultérieurement. Il dit, la décolonisation est une nécessité, mais si le capitalisme européen et euro-américain ne veut pas y perdre trop, il faut qu'il donne aux ex-colonisés les moyens d'être de bons clients. Donc, il faut les financer pour les intégrer dans un marché mondial. C'est exactement ce qui va se passer, d'une certaine manière. Et là, à partir de là, on voit apparaître des différences avec Carl Schmitt. Et fondamentalement, je crois que la différence, elle est là. C'est que pour Carl Schmitt, il n'y a aucun dépassement pensable de la politique. Juste tant qu'il y aura des humains sur Terre, tant qu'il y aura des humains, leurs rapports seront politiques, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une possibilité d'affrontement. Quel que soit on n'en sortira jamais. Alors que Kojève pense que dans l'État universel et homogène qui, à son avis, est en formation, dans leur correspondance, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les USA et l'URSS ?» Aucune, si ce n'est que les USA sont un petit peu plus avancés, alors que l'URSS est le dernier État capitaliste du 19e siècle qui existe. Il dit « L'URSS est le seul pays où il y a encore un prolétariat et une dictature exercée contre le prolétariat. » Enfin, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un jeu, là ? Comment savoir ? Mais ce qui est, à mon avis, sérieux, c'est qu'il pense que dans cet État universel et homogène en voie de constitution, où la différence entre l'Est et l'Ouest, le bloc communiste, le bloc capitaliste, disparaîtront, dans ce monde, il n'y aura plus de politique. Il n'y aura plus de politique, il y aura un État administratif, voilà. Et la vie sera réduite à son côté biologique. C'est pas déprimant, tout ça ?
à son côté biologique, mis à part le fait qu'il y aura le sage, ou quelques sages, qui penseront, alors que les autres, effectivement, travailleront, feront des enfants, et mèneront une vie assez monotone, il faut dire, avec des conflits. Alors justement, ce que Kojève dit, c'est que dans l'État universel et homogène, en voie de constitution, et c'est un pronostic intéressant quand même, l'idée que les systèmes vont converger. Bon, dans cet État, il n'y aura plus que du droit privé. Et la seule fonction de l'État, ça sera de régler des litiges, donc des querelles de propriété entre voisins, etc. Il n'y aura plus de politique, il n'y aura même plus, à proprement parler, d'État. L'État sera un gros administrateur qui gérera les conflits interindividuels, etc. Et c'est tout. Ça, c'est la finalité de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Kojève, voilà. C'est la fin de l'histoire. C'est déprimant, effectivement, d'un certain point de vue, la fin de l'histoire. C'est une lecture, mais c'est vrai que vous dites combien, en fait, il y a une dialectique, là encore, qui préside à cet avènement de l'État, je ne sais plus quel nom, universel et homogène, merci, que ça se fait selon une dialectique. Alors moi, j'ai été très saisie, en vous lisant, de découvrir votre proposition selon laquelle, finalement, c'est peut-être plutôt cette lecture de la construction de l'État sous une forme dialectique qui a inspiré sa lecture de la dialectique du maître et de l'esclave, davantage que dans l'autre sens. C'est-à-dire, on croirait que c'est d'abord parce qu'il a rencontré la dialectique du maître et de l'esclave qu'il a cette lecture de la finalité de l'histoire. Et vous opérez un renversement, là. Oui, c'est-à-dire, en fait, ça revient à dire que Kojève, philosophe génial, quoi qu'on en pense par ailleurs, que Kojève avait construit toute cette théorie avant même de faire connaissance de Hegel. Oui. Et l'importance qu'il confère à la dialectique du maître et de l'esclave, c'est que quand il lit la phénoménologie de l'esprit, il découvre un passage où, mais ça correspond à ce que je pense. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'il dit ensuite, il y accorde une importance fondamentale, il interprète toute la phénoménologie de l'esprit et toute l'œuvre de Hegel à partir de ce passage, de ces quelques pages de la phénoménologie de l'esprit. Je pense fondamentalement parce que ça lui convient. Ça convient à ce qu'il pense, et cette théorie de la fin de l'histoire, je suis désolé, mais chez Hegel, il n'y a pas de théorie de la fin de l'histoire. Pas véritablement. Et l'expression même n'apparaît qu'une fois dans tout le corpus, et encore, c'est dans un texte. C'est pas dans un texte, c'est dans des cours qu'il apparaît. Il n'y a pas une fin de l'histoire chez Hegel. Alors ça, c'est une thèse qui est la mienne. Il n'y a pas une fin de l'histoire au sens où, comment dire, en fait, quand on parle de la fin de l'histoire chez Hegel, je crois qu'on projette rétrospectivement une vue qui vient du marxisme. Et l'idée, de même que les marxistes voient le communisme comme la fin de l'histoire, de même Hegel voyait l'État prussien comme la fin de l'histoire. Or ça, c'est un aplatissement de sa pensée. Ce qui est certain, c'est qu'Hegel pensait, à tort ou à raison, que la forme européenne de l'État, plus ou moins, était la forme définitive vers laquelle l'État s'achevait. Et il ajoute même, oui, il y a les États-Unis d'Amérique, mais là, c'est un pays en devenir, on ne sait pas trop encore ce que ça veut faire. Et de toute façon, c'est un morceau d'Europe qui a été transporté, donc c'est pas plus intéressant que ça. C'est le cœur, c'est l'Europe. On peut critiquer, évidemment, cet européocentrisme hegelien et ce statocentrisme hegelien, mais ça a peu de choses à voir avec la fin de l'histoire telle que Kojève la pense et la projette sur l'œuvre de... Qui est plus proche, pour le coup, de ce que nous, on croit lire chez Hegel. Oui, mais on le croit aussi beaucoup parce que Kojève a joué un rôle décisif dans la réception française. Française. Ailleurs, pas du tout. Mais dans la réception française de Hegel, Kojève, beaucoup de gens ont fait comme moi. Quand ils ont voulu comprendre Hegel, ils se sont précipités sur les... Ils n'ont pas commencé par Jean Hippolyte, Genèse et structure de la phénoménologie. C'était un peu plus rasoir. Oui. Remarquez que le texte édité par Raymond Queneau, ce sont des brouillons. Oui. C'est des notes qu'il prenait, Queneau, dans les cours, dans les séminaires. Donc c'est pas d'une... Bourré de mots allemands, bourré de Heidegger aussi. Absolument. Incroyable comme le Sein und Zeit de Heidegger est présent dans ses cours de 33 à 30. Tout à fait. Et je dirais même, d'une manière générale, qu'on pourrait avancer l'hypothèse que Heidegger est plus important que Hegel dans la constitution de la pensée de Kojève. Il ne faut pas oublier qu'avant de venir en France, Kojève a fait une thèse sur Soloviev,
sous la direction de Karl Jaspers, C'est ça. Ah oui. en Allemagne, Oui. et que Kojève était tellement fasciné par Heidegger qu'il dit, je crois que c'est dans le concept Le temps de discours, le discours, voilà, Heidegger a écrit Sein und Zeit, Oui, moi je vais écrire Begriff und Zeit. c'est ça. Oui. Le concept et le C'est-à-dire, il se présente comme l'alternative à Heidegger. Il y a Heidegger et il y a moi. C'est une prétention folle, peut-on dire, C'est ça. mais en même temps, ce type avait du génie. Et évidemment, bon, le problème, c'est que Sein und Zeit a été publié et que Kojève, lui, ne publiait rien. C'est ça. Mais il avait cette idée dans le système du savoir qu'il entendait écrire, qui aurait comporté 20 volumes, ou quelque chose comme cela, qu'il n'a pas écrit. Il s'est contenté d'écrire 4 introductions. Incroyable. 4 Le nombre d'introductions aux introductions. Des introductions qui font 150 pages ou Oui, 200 oui. pages chacune. C'est ça. Des introductions à l'introduction du système du savoir qu'il écrirait un jour, C'est ça. en se cachant derrière Hegel, en mettant le masque de Hegel. Mais je pense fondamentalement que ce qu'il veut, c'est offrir une proposition alternative à Heidegger, qui est le seul adversaire qu'il estime à sa mesure. Par exemple, les Français, Sartre, pas un Oui. mot. Merleau-Ponty, qui pourtant sont venus à son séminaire. C'est ça. Merleau-Ponty, en tout Oui. cas, Sartre, je crois, une fois, mais il ne les prend même pas en considération. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez repréciser quels sont les deux éléments qui entrent en dialectique dans le droit selon Kojève, les deux types de... Oui, allez, je vous en prie. Alors, J'aimerais juste poursuivre la question. peut-être, alors allez-y. Oui, Oui. juste sur l'articulation entre droit et politique chez Kojève et chez Carl Schmitt, que vous développez à la fin de votre article, parce que j'ai trouvé drôlement intéressant l'opposition que vous faites entre le concept d'ami-ennemi que Kojève reprend et accentue, c'est-à-dire il y a un excès du politique par rapport au droit, là où Carl Schmitt articule le politique au droit. Et vous dites, il y a des formules très intéressantes. Le politique se définit chez Carl Schmitt comme degré d'intensité d'une unité. Et vous trouvez que ça, c'est une définition de l'essence du politique, et non pas l'opposition entre amis et ennemis qui ne serait qu'un critère. Et vous dites, degré d'intensité d'une unité nouant ensemble le religieux, le culturel, l'économique. J'ai trouvé ça drôlement intéressant que le politique se définisse comme un nouage de ces domaines-là. Et donc voilà, pouvez-vous justement développer cette opposition entre Carl Schmitt et Kojève et la définition du politique comme nouage, nouage de dimensions différentes, on pourrait dire du symbolique et, si on prend l'économique, de jouissance des corps. Ou encore le droit subjectif et le droit objectif dans les principes de la philosophie du droit. Je vais essayer de répondre aux deux questions à la fois, ce qui n'est pas facile parce que ça fait référence à des moments différents dans le développement de la pensée de Kojève. Les deux éléments, alors dans l'esquisse d'une phénoménologie du droit, en gros le propos de Kojève, c'est de dire que, à partir du modèle de la dialectique du maître et de l'esclave tel qu'il l'a projette chez Hegel, de dire que toute l'histoire du droit, depuis les origines de l'humanité jusqu'à nos jours, se représente comme un conflit, une opposition entre deux modèles du droit, le droit des maîtres, le droit aristocratique, fondé sur le principe de l'égalité des égaux et de l'inexistence des autres, et le droit des esclaves, qui est un ensemble de revendications construites contre le droit des maîtres. Et le terme de l'histoire, la fin de l'histoire, a lieu, ou est en train d'avoir lieu, lors de la fusion, en quelque sorte, la synthèse du droit aristocratique et du droit bourgeois, qui est le droit des esclaves, dit-il, dans ce qu'il appelle le droit du citoyen, qui sera le propre de l'État universel et homogène, et dans lequel, donc, il n'y aura plus de politique, mais simplement une gestion administrative des conflits interindividuels ou, à la rigueur, régionaux, etc. Alors,
l'autre aspect de la question, alors là, je suis un petit peu gêné pour vous répondre parce que vous avez très astucieusement projeté sur Schmitt des catégories et un vocabulaire qui ne sont pas le sien et dont je perçois bien l'origine. Et là, je suis moins à même que vous de... Non, mais prenons juste les catégories schmittiennes. Donc, le politique, c'est quoi? Un nouage. Oui. Et vous dites du religieux, du culturel et de l'économique. Ce sont vos termes. Je ne crois pas avoir parlé de nouage, mais peu importe. Oui. Bon, une thèse que j'ai développée déjà dans mon premier ouvrage sur Hegel et Carl Schmitt il y a très très longtemps, c'est que contrairement à la lecture courante où on dit « Ah oui, que Schmitt pense que l'essence du politique c'est l'opposition de l'ami et de l'ennemi », moi je prends le texte à la lettre où il dit « Attention, c'est seulement un critère Voilà. ». C'est-à-dire que lorsque, dans une relation quelconque, entre individus ou entre groupes, on voit apparaître de l'hostilité, alors on sait que cette relation est politique. Et c'est simplement une sorte d'indice, en quelque sorte. Oui. Si j'ai envie de vous casser la figure, c'est que notre relation prend un caractère politique. Quelque chose comme ça, évidemment, je transcris ça très grossièrement. Et par conséquent, Schmitt refuse de poser la question de l'essence du politique. Et surtout, il veut montrer que l'équivalence que l'on fait entre le politique et l'État est très superficielle. Car la politique, elle peut être aussi bien dans la religion, on l'a vu au XVIe siècle, où les conflits religieux peuvent être les plus mortels des conflits, dans l'économie. L'ennemi de classe, c'est à un certain moment de l'histoire l'ennemi par excellence, etc., etc. Autrement dit, le politique est une espèce de coefficient mouvant qui peut s'appliquer à n'importe quelle pratique humaine. C'est-à-dire qu'il n'articule pas nécessairement ces différents domaines, ou il est chaque fois dans chacun de ces domaines? Il peut être partout. Et ça donne naissance à une autre idée de Schmitt qui lui a fait du mal, si je puis dire, la notion d'état total. Quand le politique affecte tous les aspects de la vie humaine, alors il y a une sorte de totalisation de la politique, tout devient politique. Oui. Et alors là, il faut être à la hauteur. Et c'est comme ça que s'explique sa fascination d'abord pour le fascisme italien. Dès les années 20, il trouve que, quand même, Mussolini, voilà quelqu'un qui sait ce que c'est que la politique. Et puis ensuite, bien sûr, son ralliement au nazisme à partir de 1933. On doit arrêter notre entretien. Et passer maintenant à une autre rubrique, la rubrique de l'actualité de la psychanalyse. Bonjour Guy Trobas, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP, et vous venez nous parler aujourd'hui de l'actualité de la psychanalyse. Parlons donc de l'actualité de la psychanalyse. Dans le moment présent, et sous une double pression politique et idéologique, il s'agit de celle qui a fait irruption en novembre dernier au Sénat, sous les espèces d'une proposition d'amendement strictement inspirée de récentes recommandations bureaucratiques de la ARS. ARS. Et que vise cette critique? Nommément, elle vise la psychanalyse, en ce qu'elle serait sans validation scientifique d'une quelconque preuve d'efficacité dans la majeure partie des troubles mentaux, contrairement à d'autres techniques dont l'efficacité aurait été démontrée. Cette nouvelle attaque m'a laissé une fois de plus confondu devant cette stéréotypie d'une évaluation clinique au niveau épistémique toujours plus bas quant à l'appréhension de la notion d'efficacité.
Les forums de l'école de la cause freudienne, que l'école de la cause freudienne a organisé en novembre et mars dernier, ont élevé le débat, notamment concernant le supposé registre scientifique mis en avant par l'ARS. Esbrouf, avons-nous dit à ce propos, pour ne pas dire falsification de la science, dans le scientisme contemporain. À ce titre, il convient d'observer que cette attaque ne provient pas du tout du milieu scientifique comme tel, celui des sciences dites dures ou exactes. Elles maintiennent plutôt une position distanciée, mais avec des exceptions, notamment, depuis quelque temps, dans le domaine de la physique quantique, qui nécessite de se rompre à un nouvel imaginaire. Ça, c'est une expression que je reprends de Lacan quand il parlait de ses nœuds. Et à quoi ont donc servi ces forums organisés par l'école de la cause freudienne ? Eh bien, chacun, en consultant ces forums sur YouTube, pourra mesurer les efforts d'argumentation solide de nombre d'intervenants pour ouvrir un débat épistémologique, ce que n'aiment d'ailleurs pas du tout les scientistes. Quel débat ? Celui pour déliner les méthodes des fausses sciences, quand ne sont cernables ni la réduction d'un objet substantiel dans le réel, ni un niveau d'opération reproductible. Toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit, selon la formule des scientifiques. Soit là les fondements de principe de la science. Ces fondements sont d'ailleurs assez larges pour faire science à partir de conjonctures, à condition qu'elles puissent être l'objet d'un calcul statistique exact. Sorti de ces exigences, un petit jeu de pistes inspiré du concept de ressemblance chez David Hume, un exercice distrayant pour le scientiste. Y retrouver le lapin qui était déjà dans le chapeau. Alors, la science, la psychanalyse est-elle une science ? Non, bien sûr. La psychanalyse, qui inscrit pourtant sa doctrine dans une raison articulable, n'est pas une science. Du coup, je dois justifier le titre de mon propos. La psychanalyse passant la science. Ce titre vise en fait un objectif précis. Faire valoir la psychanalyse à contrepente des formes de savoir où prédominent les infinies diversités de l'imaginaire humain, quant au réel ou par rapport au réel, véritable champ de l'anthropomorphisme, au charme d'ailleurs incontestable. Et pour cet objectif, il y a une rampe solide à laquelle s'accrocher, celle de la raison intrinsèque à la science. La raison intrinsèque à la science. En 1966, Lacan nous incite puissamment à nous y accrocher, pour maintenir justement la psychanalyse dans un chemin qui ne la sépare pas de la dite raison, avec un R majuscule. Ainsi nous dit-il dans ses écrits que nous devons veiller à ce que notre doctrine maintienne, là je le cite, une théorie congrue à maintenir la psychanalyse dans le statut qui préserve sa relation à la science. Cet énoncé sonne presque comme une discipline, on pourrait dire, pour la psychanalyse. Alors quel sens on peut lui donner ? Oui, eh bien, c'est un sens qui va au-delà de Freud, au-delà de son idéal scientifique, forgé dans sa neurophysiologie éblouissante sur le plan scientifique.
Au-delà ensuite de son adoption de l'idéologie scientifique alors dominante au XIXe siècle, l'associationnisme. Et au-delà encore de son obsession d'argumenter ce qu'il découvre auprès d'interlocuteurs scientifiques imaginés et de défendre qu'un jour tout cela se vérifiera dans le progrès de la biologie. En effet, ce n'est pas là ce qui fait dire à Lacan l'inconcevable que la psychanalyse ait pu émerger hors du champ de la science. Il y a une autre argumentation, proprement épistémologique, qui a aussi sa propre histoire logique. Eh bien, comment vous articulez justement psychanalyse et science là? Quel est le lien? Alors, je résume, je condense au maximum. Point de départ. Le concept cartésien d'un nouveau sujet pour un savoir qui serait indemne des effets du corps sur la pensée. C'est le cogito, véritable ombilique de la raison, de la chose pensante, res cogitans selon Descartes. Elle permet cette inspection de l'esprit, aussi expression de Descartes, qui peut éliminer la chose imaginante, qui se glisse dans la constitution d'un savoir, qui y introduit une béance, qui embrouille la cause et en perturbe la logique de la fameuse loi de cause à effet, fort bien cernée par Hume. Ce terme de loi indique justement ici que dans la construction d'un savoir scientifique, il convient de s'assurer d'une rationalisation qui, en éliminant ce qu'on peut nommer la subjectivité, assure, sans hiatus, sans discontinuité justement, assure la continuité de la relation cause-effet. Et ce seront ensuite les progrès de la méthode expérimentale, souvent trop limitée à Claude Bernard, qui rationaliseront en effet l'évacuation radicale du sujet dans l'expérience scientifique. Et donc le discours de la science, finalement, se boucle là sur cette logique constitutive. Oui, et Lacan en donne la formule. La formule discursive. C'est une logique de forclusion du sujet. Enfin, ajoutons pas totalement, sa trace idéologique gît dans un reste, lui aussi fort clos, celui d'un sujet de la parole qui dit, de la parole du langage, qui dit « donc je pense ». Un pensée logique ici qui fait du désir du savant, selon Lacan, le désir le plus aveugle. Si la psychanalyse veut être une pratique en raison du sujet divisé entre le signifiant et son objet cause pulsionnel non signifiantisable, elle se doit d'affronter cette forclusion de ces deux sujets ou de ce double sujet de la science, en faire son objet de savoir, qui butera toujours sur la béance active du dit objet nommé petit a par Lacan. Pour conclure, revenons à la dite congruence, merveilleux terme, de la psychanalyse dans son rapport à la science. Lacan nous en propose un outil. S'inspirer du mode de communication dans la science. Soit s'inspirer de la forme logique donnée à ce savoir, comme suturant le sujet qu'elle implique. Merci beaucoup, Guy Trobas, pour cette actualité riche de la psychanalyse. Merci également à Anaïs Adam pour son écho de la culture. Et enfin à Jean-François Kervégan pour son intervention passionnante. Nous nous retrouvons sur Studio Lacan la semaine prochaine à 18h30.